Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les otages français à la une de l'actualité. D'un côté, 3 hommes au Liban, dans les geôles du djihad islamique. De l'autre, des familles qui comptent les jours depuis longtemps. Ce soir, à travers 2 témoignages, nous voulons espérer que la cause du cœur et de la dignité peut encore l'emporter. 500 000 obus livrés illégalement à l'Iran. Le premier inculpé de l'affaire Luchaire est Daniel de Vavrin, le PDG de la société. Le second sur la liste du juge Legrand pourrait bien être l'ancien conseiller de Charles Hernu, Jean-François Dubos. Le nouveau paysage carcéral d'Albin Chalandon en modèle réduit. Les constructeurs sont choisis. 4 entreprises qui auront la charge de 15 000 places supplémentaires d'ici 1990. Le candidat du pouvoir gagne l'élection présidentielle en Corée du Sud. La fraude a été massive, conteste l'opposition qui demande l'annulation du scrutin. Des manifestations ont commencé à Séoul. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Vous avez bien lu. 1000 jours pour Marcel Fontaine et Marcel Carton. 32 mois pour notre confrère Jean-Paul Kaufmann. 2 chiffres terribles qui nous concernent tous, car la libération des otages n'est pas seulement un enjeu politique, c'est aussi la cause du cœur et de la dignité, je le disais à l'instant. Comme nous ce soir, je sais que vous vous interrogez sans doute un peu plus que d'habitude. Comment faire par exemple pour expliquer aux ravisseurs que leur acte s'inscrit en violation de tous les principes du droit et aussi de la morale? Difficile. Hier, un appel a été lancé aux autorités iraniennes. Aujourd'hui, c'est un témoignage qui nous permet d'appréhender le vertige des 1000 jours de détention. La personne qui parle devant les caméras d'Antenne 2 est la fille de Marcel Carton. Écoutez. Ma famille et moi-même n'aurions jamais pensé arriver à 1000 jours. Et 1000 jours, c'est déjà énorme. On ne sait plus quoi croire. On est peut-être un petit peu soulagé certainement soulagé d'avoir vu 2 otages sortir, ce qui est quand même une preuve de détente de nouveau. Mais on n'ose pas faire de projet. Je crois que là, on attend. On attend. Enfin, on n'ose plus espérer, on n'ose plus en parler. Je veux dire, on a perdu le goût de vivre. On n'a plus envie de rien faire. Malheureusement, les enfants pâtissent parce qu'on n'a plus la patience de s'en occuper comme on devrait le faire. Et on est tout le temps dans l'angoisse, accroché à une radio, accroché à une télévision, accroché au téléphone. Et toute notre vie est accrochée en fait à des nouvelles qu'on attend et qu'on espère et dont on a peur aussi. Parce qu'on a à plusieurs reprises eu des nouvelles qui nous ont complètement angoissés, qui ont tout remis en question. Quels sont les gestes de solidarité qui vous ont fait particulièrement chaud au cœur? Je remercie là surtout Antenne 2, le fait d'entendre le nom de mon père comme des autres otages tous les jours nous a fait du bien, je dirais, à toutes les familles réunies, parce que c'était le seul moyen d'entendre parler, parce que tous les jours eux pensent à leur liberté et tous les jours ici on pensait à eux. Et ça a été aussi des contacts entre les familles. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ce drame qui se perpétue entraîne à la longue une certaine indifférence chez les Français? Ça, je ne sais pas. Je sens quand même, il y a une bonne partie qui pense aux otages, c'est sûr. Il y en a qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Il y en a peut-être qui n'écoutent même pas la radio. Mais je crois que c'est un problème qui doit être pris vraiment en compte et qui doit intéresser tous les Français. Parce que nos otages, tous les otages qui ont été enlevés, n'ont rien à se reprocher, ce sont des personnes innocentes. Ils ont été enlevés uniquement pour le fait d'être Français. Et que chacun d'entre les Français, chaque citoyen, aurait pu être à la place de nos otages. Et qu'il devrait quand même, je pense, avoir une solidarité, moins de polémique. Je pense que maintenant, le Français devrait réagir et dire que c'est fini, il faut absolument tout mettre en œuvre. Parce que c'est quand même la souffrance journalière, quotidienne de nos otages qui est quand même
on devrait avoir quand même un petit geste d'humanité ou une pensée, et même une pensée à la veille des fêtes. Je pense que tous les Français devraient tous penser et prier et espérer la libération des otages, parce qu'eux sont libres, tandis que nos parents sont séquestrés, n'ont pas de lumière, et que les fêtes n'existent plus depuis longtemps pour eux. Quelle force dans ces paroles. Au-delà de l'émotion qui nous étreint tous ce soir, il faut bien reconnaître que la prise d'otage est le dernier visage du terrorisme international. Marcel Fontaine, Marcel Carton et Jean-Paul Kaufmann sont aux mains du djihad islamique, une organisation qui n'a jamais libéré d'otages français. Jean-Marc Iliouz. 22 mars 85, ce jour-là, 2 enlèvements à Beyrouth. Celui de Marcel Fontaine d'abord, dans le secteur musulman de la capitale libanaise, à 300 mètres à peine de l'ambassade de France, au moment où le vice-consul descend de voiture pour acheter ses journaux. Presque au même instant, dans le secteur chrétien, Marcel Carton et sa fille sont kidnappés en sortant de leur domicile. Mademoiselle Carton sera relâchée 8 jours plus tard. L'enlèvement des 2 diplomates est signé djihad islamique, du nom de code du groupe extrémiste pro-iranien. Principale revendication du djihad, la fin du soutien militaire français à l'Irak et la libération de terroristes emprisonnés au Koweït et en France à la suite de plusieurs attentats meurtriers. 1000 jours de détention pour Marcel Fontaine, 45 ans, vu pour la dernière fois le 6 octobre 86 sur ces images mises en scène par les ravisseurs. 1000 jours de détention pour Marcel Carton, 64 ans et cardiaque de surcroît. Sur cette cassette du 21 août dernier, la caméra des ravisseurs montre également le 3e otage français encore détenu au Liban, notre confrère le journaliste Jean-Paul Kaufmann, enlevé 2 mois après les diplomates français. Enlevé en même temps que Jean-Paul Kaufmann, le chercheur Michel Seurat présumé mort. Ses ravisseurs ont annoncé son exécution le 5 mars 86, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Michel Seurat et Jean-Paul Kaufmann ont été enlevés 61 jours après Fontaine et Carton. Aujourd'hui, Madame Kaufmann insiste sur la solidarité qui unit les familles des otages en France. Avec beaucoup de lucidité, Joël Kaufmann lutte, comme au premier jour. Écoutez-la. J'espère qu'on n'y arrivera pas aux 1000 jours de Jean-Paul, je voudrais l'espérer. Et puis les 1000 jours de Carton et Fontaine, c'est très dur aussi pour nous. Vous savez, on est devenu une grande famille, c'est une famille d'otages à laquelle s'est jointent les otages qui sont sortis. On s'est encore vu la semaine dernière tous, et je veux dire, 1000 jours pour un d'entre eux, c'est 1000 jours pour tous, on est tous tellement proches. Et la libération d'un d'entre eux, c'est aussi la libération pour tous. Donc on est très très unis, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très très triste et inquiet. Joël Kaufmann, est-ce que vous n'avez pas peur que Jean-Paul Kaufmann soit le dernier otage libéré? Peut-être. S'il faut que ce soit Jean-Paul, ce sera Jean-Paul. Déjà, si un d'entre eux sortait de ce groupe, et puis Jean-Paul, au moins, je crois pouvoir le revoir un jour, tandis que Michel, on est encore plus inquiet à son sujet. Vous voulez dire Michel Seurat? Oui, Michel Seurat. Et je veux dire, si Jean-Paul rentre, et vraisemblablement sans Michel, on sera de toute façon très triste ce jour-là. Je crois qu'il faut admettre, si c'est Jean-Paul qui sort le dernier, les 2 autres ont été pris avant, on dit qu'ils sont plus fatigués, plus malades, et moi, je serais déjà tellement content qu'il y en ait un qui revienne de ce groupe, et puis d'abord, on aura des nouvelles. 19 otages occidentaux sont encore détenus, je vous le rappelle, ou disparus au Liban. Parmi eux, 8 Américains, 4 Français, 3 Britanniques, un Indien, un Irlandais, un Italien et un Allemand. Les autres faits marquants de l'actualité, en commençant par l'affaire Lucher. Le fait nouveau aujourd'hui, c'est l'inculpation de Daniel Devavrin, le président de la société Lucher. Monsieur Devavrin est inculpé d'infraction à la législation sur le commerce des armes de guerre et de corruption de fonctionnaires. La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d'annoncer par ailleurs que Jean-François Dubault, l'ancien chargé de mission de Charles Hernu, risquait lui aussi d'être inculpé de corruption de fonctionnaires. Alors dans cette affaire, le travail du juge Legrand ne fait semble-t-il que commencer. Un travail qui mérite quelques explications. Dominique Thiers, Hervé Brusini. De cet homme dépend tout le travail d'instruction du juge Legrand. Daniel Devavrin, le PDG de la société Lucher, qui a vendu illégalement à l'Iran près de 500 000 obus. Savoir comment Daniel Devavrin a obtenu les autorisations de vente, c'est le premier axe de travail pour le magistrat chargé du dossier. Le feu vert a-t-il été obtenu selon la procédure classique et complexe de l'exportation d'armes? Premier temps, la transmission de la demande au ministère de la Défense. Ensuite, instruction du dossier par la Direction des Affaires internationales. Puis passage devant la CIEMG
commission interministérielle pour l'étude des exportations du matériel de guerre. Il y a là des fonctionnaires du ministère des Finances, des Relations extérieures et de l'Industrie. Après avis de cette commission, le secrétaire général de la Défense nationale donne ou non son accord. Et c'est sous le contrôle des douanes que le matériel quitte finalement la France. Étape après étape, le juge Legrand devra établir comment la société Lucher a réussi à contourner l'interdiction de vente d'armes à l'Iran. Autre batterie de questions bientôt posée à Jean-François Dubos, l'homme fort du cabinet de Charles Hernu. Qui, au ministère de la Défense, était réellement au courant du trafic? Pourquoi ne pas avoir tenu compte des avertissements répétés de l'ex-sécurité militaire et des services de renseignement? Le juge devra vérifier les réponses apportées par cet homme, le contrôleur général des armées Barba. Il devra même aller au-delà du fameux rapport Barba, remonter la filière des circuits financiers, préciser le rôle des filiales étrangères de la Lucher, comme ici, la société SEA, implantée à Turin en Italie. Enfin, tâche beaucoup plus délicate, établir s'il y a eu ou non des pots de vin, des dessous de table, des commissions. Dans une autre affaire, les frères Chaumet ont accordé une interview à nos confrères de l'Express aujourd'hui. 5 jours après leur sortie de prison, les deux bijoutiers déplorent l'utilisation de cette affaire à des fins politiques. Je cite leurs propos, allusion à la situation du garde des Sceaux, M. Albin Chalandon. La Corée, au lendemain des élections, c'est un candidat du pouvoir, le candidat du pouvoir, M. Roh Tae-woo, je ne garantis pas la prononciation, qui l'emporte avec plus de 36% des voix, victoire due en partie à la division de l'opposition. Les deux Kim, comme on les appelle là-bas, obtiennent respectivement 27 et 26% des suffrages. Peut-on gouverner le pays avec le soutien d'un peu plus d'un tiers des votants? La question est déjà posée, d'autant que certains n'hésitent pas à parler de fraude électorale. Martine Laroche-Joubert. Une victoire au lendemain difficile, c'est probable, pour M. Roh Tae-woo. D'abord une performance, il a réussi à gommer son passé de général putschiste et à se poser en défenseur de la démocratie. Mais un handicap aussi. Élu avec un tiers seulement des suffrages, il ne doit son succès qu'à la division de ses adversaires, les deux Kim. Kim Young-sam, le plus modéré, incapable cependant de surmonter ses ambitions, ses rivalités avec Kim Dae-yong, plus radical. Emprisonné plusieurs fois, Kim Dae-yong a su gagner le cœur des habitants de Séoul. Ils ont voté pour lui. Mais aujourd'hui, c'est l'unanimité entre les deux Kim et leurs partisans pour crier à la fraude et demander l'annulation des élections. Quelques milliers de Coréens descendent déjà dans les rues avec la tentation de gagner par la force ce qu'ils n'ont pu obtenir par les bulletins. Une véritable menace pour un président élu, soutenu par l'armée, mais face à une opposition majoritaire dont la faiblesse est de se chercher encore une stratégie. En France, on connaît depuis tout à l'heure, depuis cet après-midi, l'indice de la hausse des prix. Pour le mois de novembre, la hausse serait comprise entre 0,1 et 0,2%, un chiffre plus qu'honorable, somme toute. Bilan sur 12 mois, l'inflation atteint 3,2%. Suite des infos en images, avec un commentaire de Rémi Roche. Le petit Cédric définitivement confié à son père sur décision de la cour d'appel de Pau. Ses deux parents, divorcés, en revendiquaient chacun la garde depuis des mois. L'affaire Cédric avait éclaté en novembre 86 à l'occasion d'une fugue rocambolesque. Après avoir quitté sa mère, le jeune garçon avait affirmé avoir parcouru 450 km en autostop pour rejoindre son père. La mafia ne baisse pas la tête en dépit du verdict historique rendu hier par la cour d'assises de Palerme. Sitôt les 342 condamnations prononcées, en tout près de 2500 années de réclusion, l'un des inculpés finalement acquitté faute de preuves était abattu par un commando de tueurs. Et ce matin, le cadavre carbonisé d'un autre homme était retrouvé dans la banlieue de la capitale sicilienne. Un médiateur pour le conflit de la Banque de France, Jean-Pierre Mignot, expert auprès des tribunaux, a été nommé par le tribunal de grande instance de Paris, qui d'autre part n'accède pas à la demande de la direction de la Banque de France de faire évacuer les locaux occupés par les grévistes depuis maintenant 17 jours. Citroën a le vent en poupe, sa production et ses exportations ont progressé de 25% cette année dans un marché automobile, il est vrai, euphorique. La marque aux deux chevrons profite notamment du succès de la gamme AX, si bien qu'après avoir été longtemps déficitaire, Citroën devrait plus encore que l'an dernier afficher de confortables bénéfices en fin d'année. L'actualité à travers une autre image qui fait scandale en Israël. Alors que, vous le savez, la tension monte dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, l'image que vous allez voir est celle d'un membre de la police secrète tirant à bout portant sur un Palestinien. Gilles Rabin.
Cette route, c'est celle qui contourne les villes et les villages palestiniens de la bande de Gaza. Jamais les manifestants palestiniens, lanceurs de pierres ou dresseurs de barricades, n'avaient osé s'approcher de cette route sur laquelle l'armée israélienne patrouille en permanence. Regardez cette image qui fait scandale ce soir en Israël. Ce civil en survêtement, à l'avant de la patrouille, pistolet mitrailleur Uzi à la main et qui tire sur les manifestants palestiniens avec l'intention manifeste de tuer. Les soldats de la patrouille qui ont l'ordre formel de tirer en l'air avant de viser qui que ce soit regardent, laissent faire et ne réagissent pas. Ce soir, la presse d'Israël affirme que ce tireur appartient au Shin Bet, les services de sécurité et de contre-espionnage israéliens. Liberté, un mot dont il sera beaucoup question ce soir dans Résistance, le magazine des droits de l'homme. Noël Mamère et Jean-Jacques Le Garec nous présenteront un document exclusif Antenne 2 tourné dans un camp de travail en URSS. Les images que vous allez voir appartiennent à une autre époque et pourtant elles ont été tournées il y a quelques semaines. Ces images n'ont pas été volées. Au moment du tournage, nous étions accompagnés du directeur du camp, flanqués de 2 autres officiels. Ils ont joué la transparence à 2 réserves près. Pas d'interview des détenus, pas de psychopathe ou de dérangé à l'image. Mais qui range-t-il dans ces catégories? Les fortes têtes? Les politiques? Nous n'avons pu le savoir. Près de 400 hommes sont enfermés ici, dans des conditions apparemment acceptables. Ils travaillent 8 heures par jour et purgent des peines qui vont de 1 à 13 ans. Quel regard, un regard que vous trouverez ce soir dans Résistance, 22h05 sur Antenne 2. La stratégie de la France par François Mitterrand, un titre qui s'étale aujourd'hui à la une du Nouvel Observateur, enfin aujourd'hui, mais qui paraîtra demain. Le chef de l'État fait le point au lendemain du sommet Reagan-Gorbatchev de Washington. Première constatation, Georges Bortoli, il n'y a pas de grosse divergence, il n'y a même pas de divergence entre l'Élysée et Matignon en matière de défense. Oui, vous savez que dans le secteur noble, par excellence, c'est-à-dire stratégie et défense, messieurs Mitterrand et Chirac sont passés le maître dans l'art difficile de faire chacun entendre sa voix sans trop faire entendre sa différence. Ou plutôt, l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les 2 plus hauts personnages de l'État, car s'il y avait divergence, eh bien, la défense de la France deviendrait moins crédible. Alors, vous l'avez dit, le but de cette interview, c'est essentiellement de faire le point du traité de Washington vu par M. Mitterrand. Alors M. Mitterrand est pour l'accord de Washington, c'est un secret pour personne. Il est pour, mais il s'emploie tout de même à calmer un peu l'emphase de ceux qui répètent traité historique, traité historique. Il dit ce traité deviendra historique s'il marque le début d'un authentique processus de paix, et il ne le deviendra pas si on en reste là. M. Chirac, lui aussi, a dit une sorte de oui mais il faut le dire avec davantage de mais. Et en revanche, alors celui qui se démarque tout à fait franchement, c'est M. Barre qui dit, lui, je tiens pour dangereuse la double option 0. Alors qui va le plus loin en matière de coopération franco-allemande, François Mitterrand ou Jacques Chirac? Écoutez là, M. Mitterrand vous répond d'une formule très courte dans une interview en disant à propos de M. Chirac, il a dit autrement la même chose que moi. Georges, je vous remercie. On reparle des prisons privées. Après les projets, voici le concret. Vous allez le découvrir sur le petit écran. Le ministre de la Justice a présenté tout à l'heure les premières maquettes. Les voici. Les entreprises chargées de la construction avaient été désignées hier soir. En toile de fond, 28 établissements et 15 000 places dans les prisons françaises. 4 entreprises françaises se partagent le marché. Parmi elles, GTM Entrepose. GTM construira plusieurs établissements dans le sud. Jean Pézieux. Voici la future prison privée de Tarascon qui accueillera 600 détenus dans 3 ans.
En croissant ou en étoile, le bâtiment des cellules en entoure un autre qui regroupe les services, parloirs, bureaux, etc. Pour la sécurité, peu de couloirs, des gardiens avec poste émetteur, des caméras et radars partout, mais il nous a été interdit de les montrer. À côté d'un aménagement fonctionnel, il fallait être bon marché pour être tenu. Atout de GTM, des murs avec isolants intégrés, des toitures prémontées, des façades différentes obtenues à partir d'un même béton oxydé par des liquides spéciaux. Résultat, 270 000 francs la cellule au lieu de 500 000 et des prisons livrées 2 fois plus vite qu'aujourd'hui. Mais il fallait remplir aussi une autre condition, faciliter la réinsertion des prisonniers. GTM s'est allié pour cela avec l'AFPA. Nous avons mis l'accent sur des petites entités de travail, de l'ordre de 30 à 40 personnes, qui permettent d'aborder à la fois la formation théorique, la formation pratique et la production pure sur les mêmes postes de travail. Nous voulons que les détenus en leur sortie ne retombent pas le lendemain dans la récidive et puissent donc trouver un emploi qu'ils auront déjà commencé à utiliser à l'intérieur de l'établissement. Au Japon, le séisme de la nuit dernière a fait 2 morts et 53 blessés. C'est le dernier bilan. C'est un des séismes les plus importants enregistrés depuis plusieurs années, puisque l'amplitude est de 6,6 sur l'échelle de Richter. 6,6, un chiffre qui ne vous dit peut-être rien, mais qui nous vaut des images étonnantes. Philippe Dumez. Attention, ce n'est pas le caméraman qui bouge, mais bien le sol de Tokyo. Pendant 3 longues minutes, un tremblement de terre assez violent n'a pourtant pas suffi à affoler la population. Il était un peu plus de 11 h du matin au Japon, une heure où Tokyo abrite plus de 30 millions de personnes. Pourtant, malgré la violence du séisme, 2 personnes seulement ont été tuées et 53 ont été blessées, mais cela ne relève pas de la chance. En effet, les Japonais savent ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre. Les alertes fictives permettent d'entraîner toute la population à acquérir les bons réflexes. Les bâtiments et les gratte-ciels en particulier sont construits suivant les normes parasismiques qui les empêchent de s'écrouler. Ils sont montés sur des sortes d'amortisseurs qui vont absorber les vibrations horizontales, celles qui font le plus de dégâts. Le principal responsable de ces tremblements de terre, on le trouve au large du Japon. Ici, par 6000 mètres de fond, un endroit où les plaques de l'écorce terrestre se chevauchent. Le sport, Jean, on commence par l'image qu'on n'attendait pas. Stéphane Roche, vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France, du championnat du monde. A été reçu et il a gagné une visite aujourd'hui chez le pape Jean-Paul II. Il a été reçu en compagnie de toute sa famille, mais il n'était pas tout seul car il était en plus entouré de tous ses coéquipiers, tous ceux qui ont couru avec lui tout au long de la saison. Alors le pape a ainsi pris un bain de foule au milieu de sportifs. C'est lui-même un grand amateur de sport et il a été gâté d'ailleurs pour cette visite. Stéphane Roche lui a offert un maillot de champion du monde, mais aussi un maillot rose du Tour d'Italie, un jaune du Tour de France, avec en prime l'un des vélos avec lequel il a remporté le Tour de France. Alors on savait que Jean-Paul II aimait le ski, la randonnée en montagne, mais alors il va falloir qu'il se mette au vélo maintenant. Ah ben oui, l'histoire ne nous dit pas s'il est rentré sur le vélo. Il faut dire qu'avec la soutane, cela ne doit pas être très très pratique. Alors il y a eu la papa mobilée, maintenant il y aura peut-être la papa bicyclette. Ah, je veux voir ça. Tout à fait. La prononciation. Un mot de football, vous avez des nouvelles du président Yvinek, il devait quitter la Colombie aujourd'hui. Hein. Et oui, mais il a dû rester encore en Colombie car il est convoqué demain matin chez le juge pour un nouvel interrogatoire. Son sort devrait être fixé demain en fin de matinée et à ce moment-là, il saura s'il peut enfin ou non quitter la Colombie. En tout cas, une seule chose est sûre ce soir, c'est que Cabañas, le joueur colombien, peut lui rentrer en France. Il arrive demain. C'est une bonne chose, hein. C'est un bon lui, hein. C'est un tout bon. Alors on va enchaîner avec un sport plus cérébral, entre guillemets, les échecs. Le face-à-face Karpov-Kasparov, là, ça s'avance. Et il y a une petite surprise, c'est Karpov qui marque un point là. Exactement, et peut-être que ce championnat du monde d'échecs a pris un tournant ce soir avec cette 23e, la victoire plutôt de Karpov dans la 23e et avant-dernière partie. Désormais, Karpov mène par 12 points à 11. Mais Karpov, malgré les images que vous allez voir, n'a pas attaqué seul cette reprise. Garry Kasparov, à l'ajournement d'hier, était en mauvaise posture et il a sans doute préféré laisser Karpov réfléchir seul sur ce qui semblait une victoire inéluctable. Kasparov a abandonné après avoir joué son 57e coup et s'il veut conserver son titre de champion du monde, il doit absolument remporter demain la dernière partie car en cas d'égalité à 12 partout, le règlement donne la victoire à Kasparov, le tenant du titre. Tout est possible. Kasparov jouera demain avec les Blancs, il doit prendre tous les risques. Mais c'est amusant puisque lors des 3 dernières confrontations, le championnat du monde s'est joué toujours lors de la dernière partie. Et puis un dernier détail pour les superstitieux, le gourou de Kasparov
avait prédit la défaite de celui dernier. Si le gourou l'a dit, alors ça... Hein, mauvais signe. Tout arrive, ouais. La météo, Laurent, un bulletin qui tient en 3 mots, doux, gris, humide. Il paraît même que vous vous êtes baigné aujourd'hui. Pas moi, pas vous, non. Ah bon. Pas moi ni vous, parce que nous travaillons, mais beaucoup de gens se sont baignés. Ouais. Et nous allons faire un petit tour, grâce à des images de notre correspondant Philippe Etcheverry, nous allons faire un petit tour où, eh bien tenez, là, nous sommes entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Voici l'océan, ses rouleaux, ses naïades, ses jolies dames. L'eau est frisquette, 12-14 degrés, mais le soleil tape, il fait 26 à 27 degrés. Alors maintenant, il va falloir rentrer dans l'eau. D'abord, on commence par le ventre, et une bonne raison de faire trempette, et ensuite, on enlève l'eau discrètement. Et plouf, on va faire un petit plongeon. Et voilà, c'est parti. Vous ne verrez pas la suite. Nous l'avons coupé. Le Pays Basque, il faut le dire, a bénéficié aujourd'hui d'un microclimat grâce à l'effet de Fun. C'est un vent qui vient de l'Espagne, qui franchit les Pyrénées et qui nous donne, voilà la suite quand même, et qui nous donne donc un temps très doux qui va se poursuivre dans la journée de demain. Je dois dire même qu'il fera encore plus chaud sur les régions du Pays Basque, en dépit d'une couche nuageuse un peu plus nombreuse. Vous allez voir d'ailleurs sur les images, non pas sur les images, sur la couleur du temps, tout de suite carrément. Voilà, parce que les images satellites ne veulent pas dire grand-chose dans la mesure où nous avons un ciel très nuageux sur la France aujourd'hui, avec beaucoup de pluie. Il y avait aussi de la pluie, il faut bien le dire, il n'y avait pas que des gens qui se baignaient. Demain, donc sur la moitié sud, partout où il y avait du soleil, il y aura un peu plus de nuages. Les températures maintenant, pour terminer, ces températures, vous voyez, sont très douces pour la saison. 13 degrés à Strasbourg, jusqu'à 22 degrés à Biarritz. Je pense que nous atteindrons même les 23 à 24 degrés. Observez les températures qui règnent dans votre région. Je peux vous dire que c'est exceptionnel pour la saison et aujourd'hui nous avons battu plusieurs records. Noël au balcon ou Noël au tison cette année, vous pouvez déjà me le dire? Je pense Noël au balcon. Ah oui, parce que je pense que la douceur va durer au moins pendant 8 à 10 jours. Ok. Merci. Excellente soirée sur Antenne 2. Je vous donne les prochains rendez-vous d'information. 22h05, le magazine Résistance, présenté par Noël Mamère. 23h30, dernier journal avec Philippe Gassot. Demain, vendredi, ouvrez l'œil à 6h45 avec Télématin et Roger Zabel. À 7h45, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Véronique Colucci, Madame Coluche. Thème de la discussion, les restaurants du cœur. Je vous rappelle que les restaurants du cœur ouvrent lundi prochain, le 21. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, 20h. Bonsoir.